ralentir, c'est aussi prendre soin de sa santé. C'est pas le propos de ralentir systématiquement à tout prix. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas se trouver happé en fait dans un stress qui devient chronique et qui connaît tous les désagréments qu'on peut connaître, qui peuvent déboucher sur des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, voire de l'anxiété et dans le pire des cas la dépression ou le burn-out. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, je vous propose de ralentir ce matin, parce que ralentir, c'est bon pour votre santé, avec mon invitée. Elle s'appelle Isabelle Freinet. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Combien avez-vous eu de vies dans votre vie ? 4 ou 5, je dirais. Au moins. Au moins. Et aujourd'hui, vous êtes sophrologue et éducatrice santé. Et vous publiez Quand ralentir devient vital chez First. C'est votre nouvelle vie, ça, sophrologue. Pour tout le monde, c'est pas très bien ce que c'est que la sophrologie. Sur quoi ça repose finalement ? De quels outils disposez-vous ? Alors, la sophrologie, déjà, pour resituer un petit peu dans le contexte, en effet. Donc, c'est une discipline à laquelle je me suis formée il y a maintenant près de 13 ans. Et que j'applique auprès de mes patients en cabinet et en groupe également. Donc c'est vraiment une discipline qu'on peut qualifier de psychocorporelle, qui est née dans les années 60. Oui. Comme vous dites, c'est pas si récent que ça finalement. En fait, si vous voulez, cette discipline, généralement quand vous posez la question à des femmes de 70 ans, elles la connaissent parce que justement dans les années 70, elles ont accouché en appliquant des méthodes de sophrologie. Et puis il y a eu tout un oubli parce que c'est l'hypnose qui a pris un petit peu le devant de la scène, notamment dans le milieu médical. Et aujourd'hui, cette sophrologie qui consiste vraiment en 3 axes, à appliquer des techniques de relaxation, de visualisation et qui vise l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et ce qui est très important, c'est que elle a toute sa place aujourd'hui, étant donné que notre société, je le dis vraiment avec force, mais est malade d'avoir autant déconnecté, dissocié le corps et l'esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de médecins, pour tout ce qui est troubles du sommeil, insomnie, anxiété, qui préconisent d'aller voir un sophrologue. Et sinon, qui va voir un sophrologue alors ? Quelles sont les indications pour aller voir un sophrologue ? Alors évidemment, le stress chronique, ça, je vous cache pas que c'est la partie principale de mon travail. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, les gens qui également vivent la douleur chronique, parce qu'il y a cette dimension aussi très médicale de prise en charge, et les sportifs. Donc il y a une indication aussi pédagogique, les sportifs de haut niveau ou les étudiants. Par exemple, quand on doit mobiliser son potentiel, passer un examen, prendre la parole en public, eh bien là, il y a des ressources à mobiliser. Et là, on est sur le volet pédagogique de la sophrologie, où on va voir un sophrologue pour l'accompagnement, justement, à être dans de bonnes dispositions. Bon, à noter que vous êtes une spécialiste de la prise de parole en public. Un petit peu. Déjà, j'aime les mots de par mon métier de journaliste et j'aime écrire, parler et surtout, je fais de l'improvisation théâtrale depuis une 15aine d'années qui est absolument formidable et qui permet de s'exposer au regard des autres, évidemment faire tout le monde dit que c'est un outil formidable que l'improvisation théâtrale pour tous ceux qui osent franchir le pas. Exactement, et la vie est une improvisation finalement, et donc en fait on peut en retirer tous les bénéfices. Du coup, j'ai pris certaines techniques pour l'appliquer concrètement au cabinet, dans certains cas, avec certains patients, et puis aussi dans la vie de tous les jours, parce que on ne monte pas tous les jours sur scène, mais on est tous les jours en relation. Et être en relation, pour certaines personnes, c'est plus ou moins aisé. Et donc, ça permet de fluidifier un peu tout ça et de prendre confiance. Alors, on va parler du ralentissement ce matin. Ce ralentissement dont vous parlez, ça fait partie de ce mouvement Slow Life. Alors, où il est différent. Il est différent. Parce que vous ne citez pas le mot, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a le Slow Life, comme il y a la Slow Food. Oui, alors... Voilà, il y a un petit peu cet effet de mode depuis plusieurs années sur le slow, la slow life,
le fait en effet de ralentir. Donc c'est un mot qui est déposé, on va dire. C'est une marque. Voilà, la slow attitude. Exactement. Et en même temps, il fallait trouver un titre pour ce nouveau livre. Évidemment que j'ai écrit dans le contexte du premier confinement et de cette crise sanitaire qui nous a tous ébranlés, qui a changé, modifié notre rapport au temps. Et donc, à ralentir, c'est aussi prendre soin de sa santé, ce qui n'a pas nécessairement en fait lieu dans ce mouvement slow food, slow life, slow sex, où on doit ralentir un petit peu dans tous les champs de sa vie. Mon propos, c'est pas de dire qu'il faut ralentir. Il y a une nécessité de ralentir, mais il y a des gens qui aiment faire plein de choses et ça va très bien. C'est pas le propos de ralentir systématiquement à tout prix. Tout le monde n'est pas fait pour la lenteur, la contemplation, voire même la méditation. Par contre, ce qui est important, et c'est ce que j'ai voulu apporter à ce livre, c'est de ne pas se trouver dans une cascade, se trouver happé en fait dans un stress qui devient chronique et qui connaît tous les désagréments qu'on peut connaître, qui peuvent déboucher sur des crises d'angoisse, des troubles du sommeil, voire de l'anxiété et, dans le pire des cas, la dépression ou le burn-out. C'est comment alterner l'action et le repos. Et ça peut se faire de manière très courte, mais avec cette prise de conscience, en se connaissant mieux, de 10-15 minutes à des moments appropriés dans son planning. C'est pour ça que vous êtes pour la technique de l'emploi du temps, du planning. Il faut l'inscrire dans son planning. Alors votre livre s'adresse à tous ceux qui en ont marre d'être trop speed, trop fatigués, trop dispersés, trop stressés, trop anxieux, trop parfaits, trop insatisfaits. Pour beaucoup, la rentrée, c'est la boule au ventre, en fait, parce qu'ils passent de ce moment où ils ont été en vacances, finalement, et c'est la reprise du rythme de ce quotidien. Et on est en début du mois de septembre, et les gens sont déjà essoufflés, finalement. C'est ça, c'était cette façon, l'impression d'être toujours en train de courir. De courir parce que... Alors la rentrée, c'est un temps un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a en fait une rupture de rythme, on reprend des nouvelles habitudes, on a été complètement libre ou plus ou moins libre de son temps, et là, en effet, il y a des contraintes et des obligations. Donc ça, on ne peut pas, en effet, les enlever, les contraintes, les obligations, il y en aura toujours. Mais c'est peut-être garder cette idée de vacances, mais un petit peu en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de bourrer pendant 3-4 mois et de se dire, de toute façon, je vais avoir une semaine ou 15 jours de vacances et j'attends cette échéance. Le propos du livre, c'est comment injecter des temps réels de récupération pour justement ne plus avoir ce sentiment et ces symptômes qui se mettent en place de course en avant. Vous expliquez que le cerveau ne se laisse pas leurrer. C'est pas parce qu'on prend 15 jours, 3 semaines de vacances en se reposant que ça le repose. Exactement, c'est cette image-là. Est-ce que vous imaginez faire un repas copieux ou pantagruélique et puis plus rien faire, ne plus vous nourrir pendant une semaine? On a tendance à sous-estimer en fait le fait de protéger le cerveau. C'est très important en fait d'économiser cette énergie, ces fonctions cognitives, de ne pas juxtaposer ou amonceler les activités. Aujourd'hui, le fait de protéger son cerveau dans la société de l'accélération dans laquelle on est, c'est d'essayer de faire une chose à la fois. Et en cette période de rentrée, ce qui peut être très intéressant pour les familles, c'est d'essayer de faire une chose à la fois et peut-être d'alléger un petit peu l'agenda. Mais de toute façon, on fait toujours une chose à la fois. C'est un leurre de croire qu'on fait 2 choses à la fois. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais le cerveau fait jamais 2 choses à la fois. Eh bien oui, vous avez raison, on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Mais on essaye de s'y astreindre en permanence et c'est ça qui crée de l'épuisement. Parce que des chercheurs de l'INSERM, je le dis dans le livre, disent clairement que pour passer d'une tâche à l'autre, c'est à peu près 1/4 de seconde. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau zappe d'une tâche à l'autre, il ne fait pas 2 choses à la fois. Voilà, et plus vous faites ça, plus vous astreignez votre cerveau à lire, à regarder une série, en scrollant sur les réseaux sociaux, à répondre à un mail, etc. Plus vous faites ça, en fait, plus vous amoindrissez vos capacités de concentration. Ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement. Plus vous zappez, moins vous allez pouvoir
vous astreindre à des tâches plus longues. Et c'est ça qui est un petit peu désastreux aujourd'hui. Je le vois, moi, ma première utilité en tant que sophrologue, c'est aider les gens à se recentrer, à se concentrer sur des exercices, des techniques de relaxation, d'essayer de se concentrer dans le moment présent. Parce qu'on a trop habitué notre cerveau à faire plusieurs choses à la fois, alors qu'on voit que toutes les réalisations humaines aujourd'hui, un écrit, une œuvre, que ça soit artistique ou même une synthèse professionnelle, à un moment donné, tout ça a besoin de temps. Et le discernement, c'est très important pour la jeune génération. Le discernement, le fait de se faire une propre opinion, a besoin de temps. Et le temps qu'on prend, c'est pas être lent. Et non. Parce que lent, en fait, quand on parle de ralentir ou d'être lent, c'est connoté péjorativement, en fait. Oui, parce qu'il y a des gens, et si ça leur va, et s'ils sont heureux comme ça, qui ont besoin d'être très stimulés, qui sont à la fois des managers, qui sont sportifs, qui veulent faire beaucoup de choses, et qui sont heureux comme ça, c'est très bien comme ça. Il ne s'agit pas de leur faire ralentir et enlever tout ça. Par contre, souvent, quand il n'y a pas de symptômes, c'est des gens qui ont appris une gestion émotionnelle et qui ont appris à diriger leur attention autrement. C'est ça, en fait, c'est cette qualité de présence à soi et aux autres. Donc là, on est vraiment sur réorienter son attention et être présent à ce qu'on fait pour, en effet, ne pas se retrouver dans un stress chronique et dans ce que je peux voir quotidiennement au cabinet, de la fatigue, de l'épuisement, dans le pire des cas, dans un burn-out professionnel. Alors, vous expliquez qu'accepter de ralentir, ça s'apprend, c'est comme tout. A priori, tout le monde est d'accord quand on dit aux gens qu'il faut ralentir, parce qu'ils se rendent compte que ça va plus vite, parfois ils sont essoufflés, mais ça peut poser quelques difficultés d'organisation. Oui, parce qu'en fait, ça peut paraître comme une contrainte de plus, en fait. Vous savez, on a beaucoup parlé il y a quelques années du syndrome du bien-être, parce qu'il faut être heureux à tout prix, il faut faire de la méditation à tout prix, il faut être zen à tout prix. Et ça n'a pas fait vraiment du bien, en fait, dans le discours public, parce que moi, je vois des gens arriver qui sont très anxieux pour arriver à faire ça. Et en fait, c'est souvent essayer de cibler, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, quelques techniques relativement simples, mais qui peut être répétées à des temps courts et facilement casables dans l'agenda. Et régulièrement. Ce que vous expliquez, le secret, c'est de le faire tous les jours, donc, et plusieurs fois par jour même. Ça, les psychologues vous l'expliqueront mieux que moi, qui pratiquent, qui ont cet outil de technique cognitivo-comportementale, c'est le réapprentissage par répétition. Alors moi, je l'applique beaucoup parce que j'ai travaillé avec un addictologue sur la dépendance aux écrans, Bernard Antoine, et qui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire comment je mets en place de nouveaux rituels. Et le nouveau rituel, c'est répéter, tous les jours, des petits temps, des petites actions. Des temps pour soi et des temps de récupération. Tout à fait. Oui. Vous par exemple, pour ceux qui nous écoutent, il faudrait, c'est combien de fenêtres par jour de récupération ? Alors, il y a des gens qui sont déjà entraînés, qui sont soit sportifs, qui font du yoga. Donc, en fait, ça dépend déjà des ressources dont on dispose. C'est très important. Parce que ça peut déjà être un acquis. Les artistes sont, quand ils sont à leur piano, quand ils sont dans leur danse, sont déjà très focalisés dans l'instant présent, dans une présence un peu absolue, ce que s'appelle l'état de flow. Et donc ça, en fait, ils vont avoir cette récupération, ces ressources un petit peu naturelles pour eux. Et ceux qui partent, j'ai envie de dire un petit peu de zéro, première intention, première indication, revenir dans sa respiration. Retour au corps par la respiration, par des exercices de respiration. Vous expliquez que la respiration, c'est une chose qu'on peut maîtriser. Oui, alors c'est une bonne nouvelle et c'est très enthousiasmant, c'est qu'on peut duper son cerveau quand on est stressé ou anxieux. Ça veut dire que si vous vous mettez dans des exercices respiratoires, je pense notamment à la respiration abdominale, vous allez en fait proposer à votre système nerveux de freiner. Il y a vraiment des gens pour qui ralentir est vital. On parlait des personnes en burn-out, par exemple. Elles doivent ralentir. Oui, mais souvent, c'est même un arrêt maladie qui est de 2-3 semaines, voire 1 mois, et avec cette phase de récupération, de convalescence qui est absolument
nécessaires pour que l'organisme puisse retrouver des forces. Alors, vous nous avez posé une question tout à l'heure, comment alterner l'action et le repos? C'est-à-dire, finalement, dans notre journée, il y a cette question du fameux cycle circadien. Oui. J'ai fait le mix des deux. Donc, quelle est l'importance de ce cycle, le cycle circadien? Bien, ce cycle circadien. Oui, on est mort. Et il y a un mimétisme qui se produit. C'est les neurones miroirs. Donc je suis parti circadien. Donc ce cycle circadien qui conduit toutes nos journées, qu'est-ce qui fait de nous? Oui, eh bien en fait, ça parle de notre horloge biologique. Et ça, je l'explique d'ailleurs aux personnes qui viennent me voir parce qu'il y a un petit peu une éducation thérapeutique. Pour ralentir, c'est important de comprendre comment notre organisme fonctionne. Et cette horloge biologique, en fait, elle est indépendante de nous. Elle est sous l'influence de l'hypothalamus. Voilà, c'est un endroit qui se trouve dans notre cerveau et qui va régir toutes les fonctions biologiques du corps. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. C'est votre système hormonal, c'est votre température corporelle, c'est votre rythme cardiaque, c'est la digestion qui va se mettre en route indépendamment de votre volonté. Et ça, c'est très très bien fait, à condition qu'on la respecte. Et ça renvoie à des besoins fondamentaux qui sont le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Parce que, par exemple, le sommeil se prépare dès le matin. C'est ce qu'on sait moins, en fait. On se dit, j'ai mal dormi ou j'ai des problèmes d'endormissement. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, le soir, bien sûr, ça compte. Mais en fait, voilà, on le voit bien quand on voyage, qu'il y a ce fameux jet lag, qu'on est désynchronisé. C'est parce que, voilà, il y a tout qui est chamboulé dans notre organisme parce que l'horloge biologique est décalée. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans la journée, il y a des moments de la journée où on est plus réveillé, plus productif et en tout cas on a plus d'énergie que d'autres. Il y a des moments où on a des petits coups de mou dans la journée, mais ça c'est notre cycle. Et si on travaille à des moments où on a un coup de mou, on va être épuisé en fait. C'est exactement ça, et c'est bien pour ça que c'est assez étrange que les réunions se fassent encore toujours à 14h ou 14h30. Ça, parce que c'est pire. on a tous expérimenté, et c'est pas parce que forcément qu'on a mal dormi d'ailleurs, c'est parce que physiologiquement à cette heure-là, il y a en effet une baisse d'énergie, on a déjeuné et en fait il y a une phase en fait où on a besoin de récupérer à ce moment-là pour entamer, si on peut dire, une deuxième journée ou les activités de l'après-midi. Ce qui est vrai pour les réunions, c'est vrai pour les élèves à l'école l'après-midi, c'est vrai pour tout le monde. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut même avoir envie parfois de piquer du nez. Oui, et c'est à ce moment-là que la micro-sieste qu'on donne en sophrologie notamment est tout à fait adaptée à ce moment-là de la journée pour pouvoir avoir l'esprit clair, une meilleure concentration et également de meilleures performances au travail dans l'après-midi. Alors, est-ce que ça veut dire, Isabelle Freinet, qu'il faudrait plaquer ces activités à notre cycle ? Oui, on peut déjà mettre des choses en place. On a tous expérimenté qu'avoir trop chaud le soir dans sa chambre ou de faire une activité sportive plus tardive va augmenter la température corporelle, qu'on va moins bien dormir. Donc par exemple, si on a envie de faire du sport, plutôt le matin, le midi ou en toute fin d'après-midi, si possible, évidemment, il y a toujours un bénéfice à faire du sport, y compris quand on a le temps. Mais vous pouvez également donc ralentir par cette micro-sieste après le déjeuner. Et ce qui est très important, surtout maintenant on va rentrer dans une phase d'automne et d'hiver, c'est de pouvoir s'exposer à la lumière naturelle dès le matin. Ou après le déjeuner, d'aller faire une balade digestive de 10 minutes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui permet de synchroniser l'horloge biologique dont je parlais tout à l'heure ? C'est la lumière. C'est pour ça qu'on a ces dépressions saisonnières au moment de l'automne. C'est parce qu'il fait nuit le matin et qu'on a besoin, en effet, de cette lumière naturelle pour synchroniser. Donc oui, les activités de la journée sont très importantes. Le matin, il y a une hormone qui est très importante, dès qu'on se lève, qui nous donne l'élan, c'est le cortisol. Et à ce moment-là, on est plus productif le matin, après une bonne nuit de sommeil, pour faire les activités qui vont demander plus de concentration. Et pourquoi vous dites du cortisol que c'est devenu le carburant de la société de l'accélérité aiguë ? Parce que le cortisol est l'hormone du stress. Aussi.
Donc D'accord. on en a c'est besoin. l'hormone qui nous tire du lit le matin, et c'est l'hormone du stress, c'est ça? C'est-à-dire que c'est une hormone qui est produite par nos glandes surrénales au niveau des reins et qui est absolument nécessaire pour notre énergie, pour notre entrain, en effet, dont le pic est le matin au réveil. Le problème, c'est si elle est surproduite en continu. Et là, ça va être contre-productif, c'est-à-dire que ça va se retourner contre nous et ça va produire en fait une fatigue chronique et un épuisement, voilà, à terme. Et vous dites que ça rétrécit le cerveau. Oui, il y a des études qui montrent en effet que ça va réduire des zones du cerveau qui font que vous allez moins bien réfléchir, qu'il va y avoir en effet, il y a une zone qui s'appelle l'amygdale dans le cerveau, qui est cette zone d'alerte dès que vous êtes un petit peu en danger, en survie, etc., qui va être en fait activée un peu en permanence et qui va créer un système d'hypervigilance. Et bien à d'autres endroits du cerveau, en fait, la matière grise, on le voit scientifiquement, est réduit. Donc en fait, quand on est très stressé, on réfléchit moins bien et on arrive moins bien à se concentrer. Alors, il y a une grande mode aussi, c'est ce qu'on appelle le miracle morning, c'est de se lever tôt, enfin plus tôt le matin pour avoir du temps pour soi. Bonne ou mauvaise idée selon vous? Alors c'est une question qui dépend de votre nature. Il y a des gens qui ont peut-être identifié que ça leur convient très bien et qui sont en forme toute la journée, même quand ils se sont levés à 5h30. Alors, ça peut être bénéfique pour récupérer du temps, pour faire des choses pour soi le matin, à condition eh bien de ne pas faire ça sous prétexte que c'est une mode et de se fatiguer. Donc, ça marche bien généralement pour les petits dormeurs. Ça existe, il y a à peu près 15% de gens qui ont besoin que de 6 heures de sommeil. Donc si vous vous couchez vers 23h30 et que vous réveillez à 5h30, vous pouvez en effet être en pleine forme. Par contre, attention aux gens qui ont besoin, et ça existe aussi, de 9 heures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gros dormeurs. Je rappelle qu'une bonne nuit de sommeil, de ne pas être en dette de sommeil, c'est être entre 7 heures et 8 heures par nuit. Donc si vous voulez faire du miracle morning et vous levez à 5h30, faites le calcul. Il faut quand même arriver à être au lit vers 22h. C'est l'idée de se lever à 5h, d'aller prendre une douche froide, parce qu'on a vu que c'était bon. Voilà. Et puis de lire un livre, d'écouter une conférence, enfin toutes ces choses qu'on... Ah, vous pouvez faire plein de choses avant le réveil, notamment des enfants. Vous pouvez faire des petits, de l'écriture, préparer, vous avancer dans un plat, cuisiner. Vous pouvez faire de la méditation, du yoga, écouter un podcast. Et en effet, c'est une manière de démarrer sa journée qui peut donner de l'énergie à condition de ne pas être en dette de sommeil. C'est ça. C'est donc en fait, si vous n'êtes pas en dette de sommeil, le Miracle Morning est fait pour vous. Cette histoire de dette de sommeil, elle est assez récente. Ça fait très peu de temps qu'on en parle. Les dernières études disent qu'il faut au moins 8 heures de sommeil pour récupérer. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en dette de sommeil ou pas ? Alors, le premier signe très simple, c'est est-ce que vous êtes en forme quand vous vous réveillez et au cours de votre journée. Voilà. S'il n'y a pas de problème majeur, de manque de concentration, d'irritabilité, quand on est en dette de sommeil, on a beaucoup plus faim aussi, parce que ça c'est hormonal. Il y a ce qu'on appelle la gréline, l'hormone de la faim, qui va monter en flèche quand on est en dette de sommeil. Donc voilà, est-ce que vous êtes en forme ou pas ? Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas se lever le matin quand même. C'est très relatif le côté d'être en forme. Si c'est pour aller bosser, il y a des gens qui traînent toujours. Enfin, alors là, on est sur une question de motivation. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours en fait être en forme peut-être, mais se lever pour aller bosser, est-ce que ça n'a pas un côté où ça vous incite à rester au lit ? Ah, clairement, bien sûr. Là, on est sur une question de motivation. Ouais, c'est une question de motivation. C'est une question de motivation. Là, on n'est plus sur une question de est-ce que vous avez assez d'heures de sommeil ? Tout à fait. Alors, quand on veut décélérer, on commence par quoi ? Retour au corps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute cette agitation ou le fait d'apprendre à faire des choses de plus en plus vite reste très mental, reste du domaine de l'agitation. Et quand on est agité ou stressé, on a une respiration qui est courte, qui est généralement thoracique et qui n'est plus abdominale profonde. Donc la première chose pour apprendre à ralentir, c'est de venir se concentrer, écouter sa respiration. Donc
voilà, quand je vous disais tout à l'heure, on peut partir de zéro, c'est déjà venir, en fait, suivre le trajet de sa respiration. Pendant 1 ou 2 minutes, de faire un temps de pause au calme. Et alors vous dites, faut habiter son corps. J'ai envie de vous dire, je l'habite tous les jours, mon corps. Donc ça veut, qu'est-ce que vous entendez par cette expression « apprenez à habiter votre corps » ? C'est la prise de conscience de son corps, de ses ressentis, de ses émotions. C'est un petit peu ce monde intérieur qu'on écoute sans chercher à modifier quoi que ce soit en méditation, par exemple. C'est prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, de ses ressentis, de justement comment on respire, quel est le rythme de sa respiration, et de venir se poser, se recentrer quelques instants. La plupart d'entre nous, nous sommes réglés sur un mode pilotage automatique. D'ailleurs, on fait les choses en pilotage automatique. Vous l'expliquez très bien. Le matin, on se lève, on démarre la cafetière, on va prendre une douche, mais tout ça, c'est du pilotage automatique. Comment est-ce qu'on désactive ce pilotage automatique ? Alors, il est très nécessaire pour des tâches comme se laver les dents, prendre une douche. Vous voyez, ça a été tellement on le fait des sans habitudes réfléchir, ancrées. en fait. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant dans le sens où ça nous libère. C'est un temps de disponibilité justement pour des tâches qui demandent plus de difficultés. Ça va libérer du temps pour ce qu'on appelle les tâches exécutives, cognitives, comme faire justement une rédaction, vous voyez, tout travailler, etc. C'est-à-dire qu'on n'a plus à s'occuper de ces automatismes-là. Par contre, les rendre conscients, ça peut être un travail intéressant pour venir justement éveiller ce que j'appelle la sensorialité. En sophrologie, on fait un travail également sur les 5 sens. Et quand on va trop vite, on est déconnecté un petit peu de tout ça. Donc ça peut être intéressant dans ces tâches comme faire un lit, comme écrire. C'est revenir vraiment à des sensations corporelles. Quand vous prenez votre douche, prendre conscience vraiment de l'eau qui tombe sur votre corps, de l'odeur du savon. Et là, en fait, on n'a plus du tout... et voilà, on est déconnecté de notre corps par rapport à ça. Donc c'est un petit peu... Ça, c'est le premier stade de sensorialité. Et après, ça peut être la capacité d'émerveillement, de regarder ce qu'il y a autour de vous quand vous faites une promenade, quand vous... Voilà, les vacances sont généralement un temps où on se connecte davantage à la nature, à notre environnement, etc. Et ça, c'est intéressant pour travailler les 5 sens. Et je parlais tout à l'heure de ce programme, donc il y a 10 programmes corps et esprit, pour justement vous permettre à chacun d'entre vous, selon votre personnalité, d'adopter un programme qui va vous permettre de décélérer. Oui, tout à fait. J'ai conçu en fait des programmes donc basés sur des techniques psychocorporelles, dont la sophrologie, la méditation, le yin yoga également. J'aurais peut-être l'occasion d'expliquer. Allez-y, parce qu'il y a plein de sortes de yoga, on l'a déjà vu, mais là, celui-là... Voilà. Alors celui-ci, au-delà d'un coup de cœur, moi j'en ai vécu les bénéfices personnellement, et c'est parce que j'ai été frappée par la puissance de ce yoga-là, qui est vraiment le yoga santé de la récupération. Alors, ça peut être très déroutant, parce que là, en fait, on est sur un yoga qui est immobile, au sol, et justement où on va travailler des postures pendant 3 à 5 minutes. Donc si vous voulez, c'est le yoga par excellence de l'antidote à la vitesse qu'on vit actuellement. Donc il y a des gens que ça va presque énerver tellement voilà, il faut se poser et être à l'écoute de son corps, relâcher les muscles. L'intention, c'est vraiment de relâcher les muscles pour aller travailler les tissus profonds, les ligaments, les tendons, ce qu'on appelle les fascias, les enveloppes des muscles. Et donc, vous êtes sur un travail vraiment à la fois corporel, de détente, mais aussi très à la frontière de la sophrologie et de la méditation. Voilà pourquoi j'ai inclus ce yoga-là dans les programmes, parce que ça peut être des pauses de 5-10 minutes chez soi ou même au bureau, en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche. Si c'est plutôt pour être dans l'anti-stress, ou plutôt dans les gens qui sont hypersensibles, ça peut être aussi des sas vraiment de décompression, d'être un peu, de se mettre dans un cocon pour récupérer de l'énergie. Les gens qui sont hypersensibles, j'ai conçu un programme spécialement pour eux, vont pas forcément avoir les mêmes besoins, parce que c'est des gens qui se fatiguent plus facilement, parce qu'ils sont justement, eux, très
sensibles à l'environnement et vont emmagasiner beaucoup plus d'informations. Émotionnellement, ils se déchargent plus vite en fait. Voilà, d'où ce yoga qui est excellent pour ces personnes-là, qui va leur permettre de recharger les batteries. Donc il est un petit peu dans tous les programmes, le stress, l'anxiété, l'hypersensibilité, pour faire ces pauses-là. Donc c'est des ordonnances naturelles, en fait, si on peut dire, avec des posologies. Vous allez faire trois petits exercices 3 fois par jour, par exemple, en fonction de votre tempérament et de ce que vous traversez actuellement. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se sentent un peu essoufflés toujours, qui ont vraiment l'impression d'être toujours fatigués, toujours de n'avoir pas le temps de faire des choses, que les journées sont trop courtes, expliquez-nous pourquoi décélérer, c'est mieux que d'accélérer. Quels sont les bénéfices santé de la décélération ? Alors, ce que je peux vous dire, en tout cas dans ce que j'entends au cabinet, c'est que les personnes qui cherchent à faire le plus de choses possible parce qu'il y a ce besoin de se nourrir de plein de choses ou d'obligations par ailleurs, eh bien au final c'est quoi ? C'est j'ai l'impression de ne rien faire. Donc il y a quand même un problème, c'est-à-dire que mon agenda est complètement explose et j'ai l'impression de ne rien faire, avec un stress permanent. Donc là, en fait, c'est dans la deuxième partie du livre, c'est ce que j'explique, c'est comment on peut se connaître mieux et s'observer pour opérer des changements. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est réorienter des choix, faire ce qu'on aime et plutôt alléger l'agenda en fonction de ça. Et là, en fait, on va avoir... Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a besoin de temps pour aussi s'approprier les sensations des expériences qu'on vit. Vous allez jouer du piano, vous allez jouer 1 heure, il y a un sentiment d'accomplissement ou de joie de vivre qui peut se produire que quand, en fait, vous avez pris le temps et que vous avez été pleinement présent. On le voit bien, toute cette accélération et juxtaposition des tâches, zapper ne rend pas fondamentalement heureux, vous voyez ? Alors qu'au contraire, quelqu'un qui va vraiment faire une balade dans la nature, qui va être présent, il y a à la fois l'aspect santé et il y a vraiment cet aspect de transformation personnelle. C'est qu'on va avoir envie de réorienter ses choix, définir d'autres valeurs. Et ce qu'on a vu émerger en fait de cette crise sanitaire, c'est que les gens qui ont eu l'opportunité de réfléchir parce qu'il n'y avait pas de précarité économique ont pu se dire qu'est-ce qui fondamentalement est essentiel pour moi, qu'est-ce que je veux faire. Et donc à la fois il y a j'en peux plus de courir, mais il y a un désir de changement par rapport à ça. Est-ce que ce désir de changement est durable dans les enquêtes qu'on a constatées, ou ça correspondait à un moment donné où les gens ont ralenti? Pour ceux qui ont eu du temps et comme vous dites, qui n'ont pas eu de problème économique, parce que c'est quand même très important, et qui ont été accompagnés puisqu'ils continuent à toucher leur salaire, qui se sont mis à justement à occuper ce temps avec leur famille, à faire des choses qu'ils aimaient, qui ont voulu changer de vie. Alors, est-ce que ça dure dans le temps ou c'était juste une idée comme ça en se disant, tiens, voilà, je pourrais aller vivre à la campagne, je voudrais plus de temps pour moi et pour ma famille, puisque c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, ça, plus de temps pour moi et ma famille. En tout cas, il y a eu toutes ces questions-là, qu'elles soient existentielles ou par rapport à des choix de vie. Certains ont sauté le pas, ont quitté les grandes villes, se sont rapprochés de la nature. Après, c'est pas forcément une majorité parce que tout le monde peut pas se le permettre, c'est une évidence. Et quand vous dites changer de vie, je pense que c'était quelque chose qui était très présent, même avant, dans les populations urbaines. Ce qui est nouveau, c'est pas forcément tout plaquer, tout changer, c'est par contre changer son mode de vie. C'est pas tout à fait pareil, changer de vie ou changer son mode de vie. Et là, on est sur le rythme dont on parlait tout à l'heure. C'est comment je retrouve un équilibre. C'est retrouver un équilibre physique, psychique, émotionnel et relationnel. Vous voyez ? C'est en tout cas dans les demandes que je reçois, c'est beaucoup cette notion d'équilibre et d'être... de se sentir bien personnellement et avec les autres aussi. Paradoxalement, la période du confinement a augmenté le nombre de burn-out. Comment on explique ça ? Oui, en effet. Alors, il
c'est vraiment un petit peu au cas par cas. Il y a des personnes pour qui le premier confinement a été une délivrance. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui frôlaient le burn-out et que ça a sauvé. Et puis il y a des gens qui se sont retrouvés chez eux en télétravail complètement isolés, ou alors en famille, en faisant du télétravail, avec des conditions extrêmement difficiles, dans des appartements, sans espace vert, pour que les enfants puissent courir, jouer. Et là, ça a été extrêmement difficile parce qu'il y a eu, en fait, si vous voulez, un climat très anxiogène. Oui. Par ailleurs, donc, en fait, la peur et l'incertitude n'ont fait que accélérer déjà l'épidémie de stress chronique qu'on connaissait. Et donc, en fait, avec un management parfois qui était compliqué aussi, des réorganisations. Donc là, en ce moment, j'ai 2 ou 3 personnes au cabinet qui ont eu des arrêts maladie en avril et en mai et qui commencent à aller mieux et qui opèrent ces changements dont on parlait tout à l'heure. Parce que, justement, il y a eu des désorganisations très profondes. Voilà, tous les tempéraments ont pu être différents. Certains ont retrouvé de l'énergie de ne pas être exposés socialement au bureau, justement, voilà. Et d'autres, au contraire, qui ont manqué de cette nourriture de lien social. C'est chacun selon sa personnalité. Exactement. Alors, donnez-nous des exemples de plages de récupération qu'on peut intégrer dans une journée. Oui, alors déjà, vous avez à peu près au milieu de la matinée, si vous avez commencé votre journée assez tôt, vous pouvez faire déjà une première pause à ce moment-là. Si vous avez eu, par exemple, 1 heure intense de travail ou une réunion, vous pouvez commencer à faire une petite pause à 11h30, par exemple. Donc, ça peut être en effet un exercice de respiration. Après, vous avez après la pause déjeuner, ce qui peut être intéressant, comme on disait tout à l'heure. Et puis, il y a une autre phase où on commence un petit peu à refatiguer, entre guillemets, c'est vers 17h30, 18h. Et là, il y a vraiment un sas de décompression qui est vraiment important à ce moment-là, parce qu'après, il va y avoir les activités ou les obligations de la soirée. Et de ne pas arriver épuisé. En fait, c'est très, très important de pouvoir rentrer chez soi en ayant fait justement une petite marche, une activité sportive. Là, vraiment, c'est de l'ordre de l'hygiène émotionnelle de pouvoir souffler à ce moment-là. Et après, avant de dormir, éventuellement. Voilà, on peut scander un petit peu la journée. Si vous rentrez chez vous, vous avez passé 1 heure dans votre voiture ou dans les embouteillages ou 1 heure dans les transports en commun... faut s'évader dans ces cas-là. Il faut trouver le moyen de méditer. Oui, et en sophrologie, on a ce qu'on appelle la visualisation positive. Et ça, les exercices de visualisation que je donne dans le livre sont très, très importants pour justement se ressourcer. On peut en effet apprendre à se mettre en présence d'une image agréable, connue ou imaginaire. Ça peut être un lieu de vacances, ça peut être même un fantasme, mais quelque chose qui est très positif. Et on va en effet apprendre à rester connecté à ce moment-là, parce qu'en sophrologie, vous appropriez les sensations du vécu de cette visualisation. Vous dites par exemple aller travailler à pied le matin. Exactement, ça peut être une manière de mettre le corps en mouvement, d'avoir une petite activité physique. Si on a un chien, on promène son chien à ce moment-là, 15-20 minutes. Voilà. En fait, tous les petits temps sont bons à prendre, où vous pouvez en fait mettre le corps en mouvement, respirer, faire une pause. Oui, ça c'est un temps pour vous. Et ça peut être un moment plaisir, Fatima Zora, de marcher pour aller au travail le matin. Exactement. Oui, mais c'est vrai que c'est rien. En fait, vous commencez la journée, vous avez bougé déjà. Et vous éteignez votre portable pendant ces temps de récupération. C'est très important. Ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est une des conditions aujourd'hui pour sauver sa peau. C'est un acte de résistance, clairement, c'est assez fort, mais je le dis souvent, c'est un acte de résistance que d'éteindre son portable quand on dîne, quand on se couche, quand on mange. Voilà. Quand on se couche, on fait pas 2 choses à la fois. Ouais. Bon, la suite est dans votre livre pour démarrer bien l'année en décélérant, Isabelle Freinet. Quand ralentir devient vital chez First, vous réécoutez l'émission en vitesse normale en podcast sur Beurre FM, beurrefm.net, et puis vous avez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Isabelle, et passez tous une très belle journée santé sur Beurre FM.